toute une autre en temps universel, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al-Wataniya pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé en langue française, dont voici les principaux titres. 21 décembre 2013, nouvelle date du second tour des élections municipales et législatives, a indiqué officiellement la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CENI a annoncé ce mardi les résultats du scrutin du 23 novembre attendu à 4 jours du second tour initialement prévu le 7 décembre. Yasser Arafat est mort d'une mort naturelle et non d'un empoisonnement, conclusion des experts français qui ont analysé la dépouille du défunt. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous, heureuse de vous retrouver. La Commission électorale nationale indépendante CENI a indiqué aujourd'hui que le second tour des élections municipales et législatives aura lieu le 21 décembre 2013. D'autre part, le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a déclaré dans un communiqué qu'il s'oppose à tout report du second tour des élections municipales et législatives dont le premier tour a eu lieu le 23 novembre dernier. Ce parti considère que c'est une manière de servir un parti politique faisant allusion à l'UPR. La Commission électorale nationale indépendante CENI a communiqué officiellement ce mardi les résultats du premier tour des élections municipales et législatives du 23 novembre dernier. Les résultats tant attendus ont été annoncés à seulement 4 jours du second tour des élections qui était prévu initialement le 7 décembre prochain. Mais je vous le disais tantôt, le second tour est reporté au 21 décembre 2013. Aux législatives, sur les 121 sièges attribués au premier tour, sur les 147 que compte l'Assemblée nationale, l'UPR en a remporté 56, soit 46%. Le parti Tawassoul, pour sa part, en a obtenu 12, soit 10%, a indiqué la CENI. La coordination de l'opposition démocratique en boycottant les élections législatives et municipales justifie sa position, entre autres par l'illégitimité d'une Assemblée nationale qui découlerait d'un tel scrutin. L'analyse est faite par Fofana Issa. La COD, en réclamant l'annulation du scrutin du 23 novembre, justifie sa position parce qu'elle considère comme l'illégitimité de l'Assemblée dite nationale qui va en découler. Illégitime car émanant selon elle d'une élection organisée unilatéralement par le pouvoir en place et sollicite plutôt, je cite, les acteurs politiques du pays à œuvrer pour discuter et arrêter des conditions consensuelles permettant de sortir le pays de l'impasse politique actuelle. Des 10 partis constituant la COD, seul Tawassoul d'obédience islamique s'est plié aux élections, que la COD qualifie d'inappropriée à la recherche d'une solution pour la crise que traverse le pays. La COD décrit en outre le quorum non atteint pour faire de cet hémicycle une assemblée représentative et fiable. Pour la coalition, le scrutin s'est déroulé comme elle avait pressenti dans l'opacité des opérations gérées par une CENI à la solde du pouvoir. Pour rappel, les résultats officiels provisoires diffusés jusqu'à ce jour donnent une large avance à l'UPR en tête avec au moins le quart des députés et le tiers des communes. Talonné, mais de loin, par le parti Tawassoul qui reste, à l'issue de ce premier tour, le paramètre déterminant pour la suite des futurs enjeux. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui se trouve depuis hier à Niamey, a procédé ce mardi dans la banlieue de Niamey avec son homologue nigérien Mohamedou Issoufou à l'inauguration de l'école de l'amitié mauritano-nigérienne. Plus de précisions avec Tima Mohamed Vadel. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé hier à Niamey dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours, a préconisé avec son homologue nigérien d'unifier les actions visant à lutter contre le terrorisme et le narcotrafic dans la région sahélo-saharienne au cours d'une séance de travail entre les délégations des 2 pays. Le président nigérien a estimé que face à la crise malienne, il faut accorder une importance de premier ordre vu l'inquiétant péril que font peser sur les États de notre espace le terrorisme et le narcotrafic. Le président mauritanien a souligné pour sa part que de graves menaces pèsent aujourd'hui sur l'équilibre millénaire de ce modèle de société. Il y a d'abord la dérive d'une lecture radicale, la religion, fondée sur l'intolérance, qui a engendré l'extrémisme et le terrorisme, a relevé le président de la République. Il a souligné la nécessité pour le Niger, la Mauritanie et les autres pays de la sous-région de travailler ensemble pour combattre l'insécurité. Aujourd'hui, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, a procédé avec son homologue nigérien à la pose de la première pierre de l'école de l'amitié mauritano-nigérienne. Cette école permettra
une fois achevé aux enfants de la colonie mauritanienne établie au Niger et aux enfants nigériens qui le désirent de suivre un enseignement arabe et français tenant compte de la spécificité de la culture islamique. Le reportage est signé Tima Mohamed Vadel. L'association des femmes chefs de famille a organisé en collaboration avec l'organisation suisse Terre des Hommes et de la coopération espagnole un séminaire sur le bilan de 3 ans de travail sur les filles mineures domestiques victimes de violences et viols. Selon Aminetou Mintel Mourtar, présidente de cette association, l'appui à cette frange se situe dans leur formation dans des métiers comme la couture, la teinture et la coiffure, mais aussi de leur soutien dans le cadre juridique et psychologique. Je présente tout d'abord, je remercie les partenaires de Terre des Hommes, Lausanne et l'AICI, qui nous ont permis de présenter aujourd'hui ce grand travail de 2 ans, 2012 et 2013, qui a été fait en étroite collaboration entre l'AFCF, Terre des Hommes, Lausanne et l'AICI. Donc ce travail qui va être présenté aujourd'hui, c'est un travail qui a permis d'assurer une certaine protection à une frange de la société marginalisée, discriminée et demeure sans cadre de protection, c'est-à-dire une législation qui permet l'organisation du travail des enfants et leur protection dans le cadre du travail. Écoutons Enrique Medina, chef de délégation de Terre des Hommes en Mauritanie. Depuis donc 2009, nous travaillons en étroite collaboration, en partenariat avec l'association Femmes Chefs de Famille, donc avec la présidente Madame Aminetou Mint. Aujourd'hui, nous célébrons donc une journée de partage d'informations, c'est-à-dire on fait le bilan sur les résultats du projet depuis 2009. On a débuté le projet, mais aujourd'hui on fait les résultats sur les 2 dernières années. Donc, c'est-à-dire septembre 2011 à septembre 2013. L'idée, c'est donc de démontrer le travail qui a été fait par ce partenariat pour les filles mineures domestiques qui sont victimes de maltraitance, d'abus, de négligence. Les classes ont repris à Nouakchott, mais avec beaucoup de retard et de difficultés dans de nombreux établissements. Des centaines d'élèves rebroussent chemin chaque matin, faute d'enseignants. Le dossier est signé Babacar Nam. Après l'ouverture des classes du 1er octobre 2013, les cours ont repris timidement dans certaines écoles de la capitale. Depuis les dernières pluies, certaines écoles, notamment Sapra, Iloka, Elmina, Bagdad, Las Palmas et autres, étaient occupées par les familles sinistrées. À l'heure actuelle, les cours ont commencé, mais avec beaucoup de retard et de problèmes, selon le surveillant général et professeur de maths, M. Dieng Yoro. On est effectivement confronté à beaucoup de problèmes. Le problème principal, c'est que l'année scolaire a mis beaucoup de temps à démarrer. Je pense qu'on a perdu au moins 1 mois avant de démarrer les cours. Ensuite, sur le plan pédagogique, les élèves ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas de manuel. Actuellement, nous travaillons sans manuel. Donc le professeur est obligé de faire tout le travail à la maison et parfois remplir le tableau pour donner des exercices à la maison, etc. Et ça, c'est un gros souci parce que ça n'aide pas. Un élève, il doit avoir un manuel pour faire des exercices, chercher des compléments pour compléter le cours. Depuis ces dernières années, la crise que traverse l'école mauritanienne n'a cessé de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pour Moussé Dieng, on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. On voit plutôt des enseignants apparaître un instant pour disparaître à jamais sans crier gare. Bon, ensuite, il y a un problème de discipline par rapport au respect des emplois du temps, des horaires, etc. Il y a un grand cafouillage ici. Il y en a qui viennent à 8h30, d'autres à 9h moins au début de la matinée. Et il y en a qui sèchent les cours. Ça, il faut le reconnaître. Bon, et ça, c'est toujours au détriment des élèves. En plus, des centaines d'élèves rebroussent chemin chaque matin, faute d'enseignants. On a des professeurs qui sont bien, mais qui ne viennent pas à l'heure et les tables ne sont pas bons. Et
Notre collège n'a pas de l'eau. Nous avons plusieurs problèmes en notre collège. Ici, ça prend beaucoup de problèmes. Parce que les professeurs, on vient rarement. Jusqu'à nous, 3e AS4, on n'a pas de professeur hier. Le tableau qui n'est pas bon. Il est temps donc que nos responsables éducatifs prennent leurs responsabilités pour permettre à nos enfants de voir un avenir meilleur. La hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité est devenue un sujet de préoccupation des ménages et des familles mauritaniennes. Notre reporter Dabou Jayana est allé à leur rencontre. Les produits de consommation qui rythment la vie des citoyens lambda sont totalement laissés aux fantaisies des commerçants. Importateurs, grossistes, sémis-grossistes et détaillants qui spéculent en vue sans contrôle ni cohésion. Étant absent dans la régulation des marchés de consommation, cause de fallacieux respect de la libération économique, assiste à un spectacle où les forts et les puissants tuent et détruisent à petit feu les plus faibles et les plus démunis. Cette situation laisse les ménageurs sans voix. On se lève à 6 heures du matin pour aller au marché. Sincèrement, la vie est très chère. Les aliments coûtent excessivement cher, on n'y peut rien, mais on demande l'aide de l'État. À quelle chose malheur est bon, dit-on. Si la cherté de la vie nous permet de mieux nous développer, tant mieux. Mais pour l'heure, le gouvernement doit trouver les mécanismes pour atténuer la flambe des prix dans l'immédiat. C'est donc par une politique d'accompagnement cohérente et forte que la Mauritanie pourra résister face à la hausse des prix. La vente d'eau dans des barils est très courante à Nouakchott, surtout dans les quartiers périphériques où le manque d'eau se fait constamment ressentir. Le reportage est signé Sissora Awa. Nous avons remarqué que presque la majorité des ménages en Nouakchott s'alimentent en eau avec les charretiers originaires du Mali, des deux Hauts en Mauritanie. Une fois les tuyaux d'Adfoud et Sahali installés dans toute la ville, les ménages cesseront de s'en procurer. En attendant, on s'en remet aux charretiers tirés par les ânes. Les problèmes liés à la pénurie d'eau dans mon quartier qui est Basra très récurrente. Par exemple, la hausse des prix des barils. Les habitants ont du mal à consommer l'eau qu'ils achètent avec les vendeurs des barils d'eau, vu son manque d'hygiène. Et même des fois, on hésite à faire notre linge avec. C'est aberrant. En plus, nous payons jusqu'à 2 à 3 barils par jour, sachant que le prix est très cher, mais on n'a pas d'eau courante, on est bien coincé. Mais notre quartier fait partie des autres quartiers de la périphérique, on n'a pas le choix. Les vendeurs d'eau sont logés en général dans les périphériques des quartiers de Nouakchott, là où il y a plus de manque d'eau, à savoir Sepra, Elmina et Basra. Dans le 5e arrondissement, les vendeurs d'eau achètent le baril à 120 ouguiya pour les revendre à 200 ouguiya. Les habitants font face à de nombreux problèmes liés à cette pénurie d'eau, tels que les conditions hygiéniques des barils, qui met la population en danger, entraînant ainsi des maladies telles que le choléra. L'actualité internationale à présent, je vous le disais en titre, les experts mandatés par la justice française pour enquêter sur la mort de Yasser Arafat, décédé en 2004 à Paris, écartent la thèse d'un empoisonnement du leader palestinien, compte rendu d'Ahmed Hassan. Yasser Arafat a-t-il ou n'a-t-il pas été empoisonné? D'une expertise à l'autre, la réponse varie tandis que les causes de la mort du leader historique palestinien restent non élucidées. Dans un rapport publié mardi 3 décembre, les experts mandatés par la justice française écartent la thèse d'un empoisonnement. Rappelons les conclusions des experts suisses qui ont conforté début novembre l'hypothèse selon laquelle Yasser Arafat avait été empoisonné au polonium-210 sans toutefois pouvoir l'affirmer avec certitude. Le rapport des experts français évoque des niveaux de polonium-210 similaires à ceux trouvés par les experts suisses, mais les experts français l'expliquent par la présence de gaz radon dans la tombe où était enterré Yasser Arafat. Une expertise qui satisfait Israël, mais qui risque, en revanche, de contrarier la commission d'enquête palestinienne qui estimait le 8 novembre. Une expertise qui satisfait Israël, mais qui risque en revanche de contrarier la commission d'enquête palestinienne qui estimait le 8 novembre dernier qu'Israël est le premier, principal et unique suspect de l'assassinat de Yasser Arafat. Israël a toujours rejeté ces accusations. Yasser Arafat est mort en 2004 à l'hôpital militaire Percy à Clamart, près de Paris, après une courte et mystérieuse maladie contractée alors qu'il était assiégé.
par Israël dans son QG de Ramallah en Cisjordanie. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Ndessa Ossidi. Bamako reste ouvert aux discussions avec la rébellion Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad et Ménéla, en dépit d'une déclaration de guerre de l'un de ses dirigeants, a affirmé mardi Omar Tatamli, ministre malien. M. Tatamli a noté que ce n'est pas une déclaration du Ménéla, mais de l'un de ses vice-présidents. La société civile et l'opposition burkinabé accusent le chef de l'État de vouloir modifier. La société civile et l'opposition burkinabé accusent le chef de l'État burkinabé de vouloir modifier l'article 37 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et l'empêche de se présenter à nouveau en 2015. Elle rejette également catégoriquement la création d'un Sénat que Blaise Compaoré veut créer, selon elle, pour se maintenir. L'ONU a indiqué mardi que ces casques bleus allaient s'attaquer à d'autres groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo après la défaite militaire des rebelles du M23. Cette annonce a été faite à Goma par le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsous, à l'occasion du lancement du premier drone jamais utilisé par une mission onusienne. La commission constituante en Égypte a remis ce mardi le projet de loi fondamentale au président par intérim. Ce dernier a désormais 1 mois pour annoncer un référendum sur la nouvelle constitution, selon le calendrier de transition imposé par l'armée à la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Dans une poignée de secondes, la page sportive de ce journal. Enchaînement de stages, de matchs amicaux et internationaux pour sa préparation au CHAN. L'équipe nationale de football, les Morabitoun, seront dans quelques jours en Afrique du Sud pour leur première sortie internationale de l'histoire. Un récit de Sid Ahmed Beylilatou. Notre 11 national, El Morabitoun, iront en Afrique du Sud pour participer à leur première compétition internationale de l'histoire. Le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, 3e édition. En effet, le championnat d'Afrique des Nations CHAN est une compétition internationale de football en Afrique, organisée par la Confédération africaine de football CAF tous les 2 ans en alternance avec la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer, c'est-à-dire sans les professionnels, joueurs évoluant à l'étranger. Après les années sombres de notre football, malgré d'excellents joueurs à l'image de Levendao, Mini, paix sur leurs âmes, Mohamed Salem Harouna Snedri, Qaïdi Taharan Njobo, Traoré Moussa et Mbaye Ali, pour ne citer que ceux-ci, n'ont épargné aucun effort pour lister la Mauritanie parmi les grandes nations du foot, failli par le manque de moyens et la négligence de l'État à l'époque. Aujourd'hui, nos joueurs ont repris le flambeau de leurs aînés pour les dédier ces nouvelles consécrations, mais aussi à tout le peuple. Par conséquent, les jeunes almoravides, décomplexés, contrairement au passé, ont renoué avec les victoires et arrivés à ce stade, méritent le soutien de tous, afin de garder cette hégémonie et continuer à faire vibrer les stades. Pour cette première sortie internationale, l'État, les hommes d'affaires et les sociétés étrangères et nationales sur place doivent impérativement investir et s'investir pour une meilleure préparation de notre 11 national avant et après Johannesburg. C'est ce récit de Sid Ahmed Beylilatou qui met fin à cette édition de votre journal télévisé en langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter comme chaque soir, tout de suite, le rappel du titre. 21 décembre 2013, nouvelle date du second tour des élections municipales et législatives a indiqué officiellement la Commission électorale nationale indépendante CENI. La CENI a annoncé ce mardi les résultats du scrutin du 23 novembre, tant attendu à 4 jours du second tour initialement prévu le 7 décembre. Yasser Arafat est mort d'une mort naturelle et non d'un empoisonnement, conclusion des experts français qui ont analysé la dépouille du défunt. Très bonne soirée à tous. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya.